Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Freud, où il sera question de montrer l'intérêt de ce dernier concernant les notions de nature et de culture. En effet, Freud permet de poser des bases intéressantes sur ces notions et je me suis dit qu'il serait utile que je revienne dessus, notamment pour questionner tout ce qui relève de la notion de normes dont on cherchait encore à déterminer au XXe siècle, si elles étaient naturelles ou si elles étaient de pure construction d'ordre social. Je vais m'appuyer ici sur deux grands textes. Le premier est issu des essais de psychanalyse, et il se nomme Le moi et le ça, et date de 1923, et je ferai un rapprochement avec un autre texte que j'ai toujours trouvé parlant et intéressant. Il s'agira d'un extrait de Malaise dans la civilisation, paru, lui, en 1929. Je rappelle au cas où que j'ai déjà consacré d'autres vidéos à la pensée de Freud et que la plus importante des deux porte sur la théorie freudienne de l'inconscient. Je vais simplement rappeler de façon très basique les distinctions essentielles que fait Freud lorsqu'il tente de diviser le psychisme humain, et si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à cet enregistrement. Je rappelle donc que Freud, quoi qu'on puisse penser de lui en 2023, est un penseur de premier plan qui a révolutionné les sciences humaines en développant la psychanalyse et en développant la théorie d'un inconscient d'ordre psychique. Je précise d'ordre psychique parce que ce n'est pas lui qui a découvert l'inconscient, à supposer que le terme de découverte soit approprié pour une chose qui n'est pas prouvable scientifiquement, et qu'avant lui, un certain nombre de philosophes avaient développé une théorie de l'inconscient, qu'il soit d'ordre corporel, perceptif ou encore métaphysique. J'ai fait une super série de vidéos sur l'inconscient, donc si ça vous intéresse, vous irez voir. Ce qui explique la présence d'un inconscient pour Freud, c'est le fait même que nous vivions en société et qu'au sein même de celle-ci, nous devions nous plier à un certain nombre de règles. Ces règles créent en nous une forme de frustration et par un jeu d'opposition dynamique entre ce que nous aimerions faire secrètement et ce que nous sommes amenés à faire consciemment car nous sommes conditionnés par notre éducation, se développe la partie inconsciente de notre psychisme. En tout cas, la partie qui correspond au contenu refoulé. Et donc, la partie refoulée des pulsions nous ordonne justement de développer par exemple des relations incestueuses ou de massacrer notre prochain dès qu'il nous casse les pieds, par exemple. Freud nomme cette partie le ça, tandis qu'il nomme sur moi la partie conforme aux attentes sociales et liée à notre éducation que nous avons reçue depuis notre enfance et qui nous prédispose à aller à l'école bien sagement, puis à payer nos impôts une fois adultes, en gros. L'homme est donc pris en tenaille en permanence entre ses aspirations secrètes dont il n'est même pas forcément conscient, qui sont le propre du ça, et ses exigences d'ordre moral et social liées au bien commun, qui relèvent donc du surmoi. Les pathologies diverses que nous rencontrons, telles que les névroses, étant le résultat d'une pulsion inconsciente, ne parvenant à se développer pleinement, en tout cas à s'exprimer de manière pure, au stade de la conscience. L'extrait suivant résume ce que je viens de dire, je cite « Nous avons déjà dit que si notre partition de l'être psychique en un ça, un moi et un surmoi représente un progrès dans notre connaissance, elle doit aussi se montrer capable d'aider à une compréhension plus profonde et à une meilleure description des relations dynamiques dans la vie psychique. Nous avons aussi déjà clairement dégagé le fait que le moi se trouve sous l'influence particulière de la perception, et que l'on peut dire en gros que les perceptions ont pour le moi la même signification que les pulsions pour le ça. Mais, de plus, le moi est soumis également à l'action des pulsions, comme le ça, dont il n'est d'ailleurs qu'une partie particulièrement modifiée. Fin de citation. Le moi, c'est-à-dire vous et moi, la totalité de ce que nous sommes, en tant qu'être conscient et percevant, par la perception d'accès à des informations qui nous renseignent, donc on dispose d'une part inconsciente, tellement importante que l'on pourrait considérer qu'à l'état brut ou naturel, donc non refoulé, nous serions plus proches finalement de ce que nous dicte le ça,
Notre moi, ce que nous sommes, est donc une sorte de double modifié de ce que nous pourrions être initialement. Donc il faut bien garder cette idée-là en tête parce que on va pas mal s'appuyer dessus et c'est important et c'est intéressant. Autrement dit, la présence de règles et d'interdits structure notre psychisme de telle sorte que nous n'osions laisser libre cours à des pulsions qui iraient à l'encontre des bonnes mœurs. Ce qui est angoissant avec cette pensée de Freud, si on y adhère bien sûr, c'est que l'on ne se connaît pas réellement et qu'en nous sommeille certainement une sorte de monstre. On peut toutefois se demander si les pulsions sont nécessairement des choses horribles, qu'il faut toujours refouler, et s'il est salutaire pour nous qu'il existe cette part de notre esprit qui demeure généralement inconsciente. Freud nous permet d'aller un peu plus loin que les habituelles considérations à base de moi, de ça et de sur moi dans cet extrait, en introduisant une distinction que j'ai toujours trouvée grandement intéressante. Il s'agit de la distinction entre Eros et Thanatos. Je cite: « Il faut distinguer deux espèces de pulsions, dont l'une, les pulsions sexuelles ou Eros, est de loin la plus évidente et la plus accessible à la connaissance. Elle englobe non seulement la pulsion sexuelle proprement dite, non inhibée, et l'émotion pulsionnelle inhibée quant au but et sublimée qui en dérive, mais aussi la pulsion d'autoconservation que nous devons attribuer au moi. Pour mettre en évidence la deuxième espèce de pulsion, nous allions rencontrer des difficultés. Finalement, nous en arrivâmes à considérer le sadisme comme son représentant. Sur la base de réflexions théoriques appliquées par la biologie, nous supposâmes l'existence d'une pulsion de mort qui a pour tâche de ramener le vivant organique à l'état inanimé. Fin de citation. On constate donc que Freud différencie ici une pulsion érotique du nom de Eros, qui est celle que nous déployons lors d'un rapport sexuel. Je rappelle d'ailleurs au cas où que toute notre énergie a pour fond la libido, selon Freud, ce qui signifie que l'énergie que nous investissons au quotidien trouve sa destination naturelle à l'état brut dans le rapport sexuel, mais justement nos obligations sociales, le fait de devoir trouver un boulot, de prendre soin de sa famille, etc., nous empêchent de ne faire que ça, sans mauvais jeu de mots, et puis bon, entre nous, ça sera un peu fatigant, même si c'est fort agréable. Ce qui anime la pulsion Eros, ce n'est pas seulement tout ce qui relève de l'autoconservation, par ailleurs, au sens du vouloir vivre de Schopenhauer, par exemple, mais la recherche du plaisir. En effet, toute pulsion sexuelle pour Freud n'est pas simplement liée à l'instinct de reproduction, on a déjà vu que c'était un des principaux points qui le démarquait de Schopenhauer, mais à la recherche du plaisir, ce qui explique notamment ce que Freud qualifiera de perversion, du fétichisme en passant par l'homosexualité. Mais même si ces particularités ne sont plus considérées aujourd'hui comme des perversions, enfin surtout l'homosexualité, il n'en va pas de même concernant le sadomasochisme qui a comme spécificité de faire cohabiter de manière étrange pulsion de plaisir et pulsion de mort, Thanatos, qui est la deuxième pulsion dont nous parle Freud ici, puisqu'il s'agit de trouver du plaisir dans la douleur ou dans la destruction partielle et consentie ou non par ailleurs de l'autre. Le partenaire, en tout cas dans le cadre de la relation sadomaso, apparaissant comme une chose qu'il convient de dominer. Je reviendrai plus tard sur le cas particulier du sadisme dont nous parle Freud ici, mais justement ce qui est intéressant dans l'analyse de Freud, c'est qu'il nous donne des outils pour penser le rôle que joue la culture par rapport à la notion de nature et surtout par rapport à ce que l'on considère comme normal ou non. En effet, ce qui est normal et ce qui est conforme, on peut le dire au surmoi, c'est ce qui ne fait pas tâche en société et qui demeure acceptable du point de vue des bonnes mœurs, ce que l'on ne considérera pas comme étant donc dérangeant. Vouloir faire des câlins à sa maman, c'est normal par exemple, mais exiger un peu plus que des câlins, là ça commence à devenir malsain et dérangeant il me semble. Ce que la pulsion Eros exige de nous, de manière intime, c'est l'assouvissement de toutes nos pulsions qui répondent au principe de plaisir, à ce que nous aimerions faire à l'état brut, indépendamment de toute norme ou convention sociale. Tandis que la pulsion Thanatos, elle s'oppose également à la vie sociale en exigeant de nous que nous assouvissions nos pulsions
criminelle, mortifère. On peut supposer, si on prend au sérieux la théorie de Freud, que les prisons, sauf cas exceptionnel d'erreur et d'injustice, grouillent de personnes qui ont laissé leurs pulsions prendre le dessus, dont les pulsions de violence et de destruction liées à Thanatos se sont révélées au grand jour, faute d'une force de coercition suffisante de la part de leur surmoi. Autrement dit, en l'homme sommeille une nature cachée, nature dont la culture, définie comme civilisation et apprentissage de règles de conduite et de vertus, empêche de se manifester de manière brute et directe. D'où la théorie de la sublimation dont nous parle Freud ici, lorsqu'il nous dit précédemment que les motifs pulsionnels sont inhibés concernant leur but, mais sublimés. La sublimation est une théorie essentielle de Freud selon laquelle les pulsions peuvent prendre un cours qui ne soit pas antisocial ou destructeur et être déviées de leur trajectoire pour parvenir à un résultat créateur. En effet, l'artiste, par exemple, sublime ses pulsions initialement sexuelles en investissant son énergie, initialement libidinale, dans un projet artistique, et il sera d'autant plus efficace dans son projet qu'il aura d'énergie subliminale à sublimer. La sublimation est un détournement essentiel des pulsions liées à la civilisation et à tout ce qu'elle comporte pour pouvoir faire prendre à nos pulsions un cours salutaire. Cela vaut pour l'art, mais de manière encore plus générale pour le travail. Un individu ayant des pulsions de mort particulièrement intenses pourrait investir cette énergie ayant un fond destructeur dans un métier qui fera appel à ses pulsions de manière bénéfique. Il pourra devenir boucher ou chirurgien par exemple, il tranchera de la viande ou manipulera de la chair humaine, mais il ne deviendra pas un tueur en série ou un dangereux criminel. La question que l'on peut se poser toutefois, c'est, précisément, de déterminer si l'homme est un être pervers ou potentiellement dangereux pour son prochain de nature, ou si c'est la civilisation qui l'a rendu comme ça, dans la mesure où pour Freud, c'est l'interdit qui stimule la pulsion. Y a-t-il réellement une nature humaine cachée, ou bien cette nature que Freud pense avoir identifiée est-elle simplement le résultat d'une vie en société qui fait naître en lui des désirs malsains par opposition à ce qu'on attend de lui? L'extrait qui suit, issu de son ouvrage Malaise dans la civilisation, nous donne quelques indications sur ce point. Je cite: « L'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être, au contraire, qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Homo homini lupus. Qui aurait le courage, en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet adage. Cette tendance à l'agression, que nous pouvons déceler en nous-mêmes, et dont nous supposons à bon droit l'existence chez autrui, constitue le facteur principal de perturbation de nos rapports avec notre prochain. C'est elle qui impose à la civilisation tant d'efforts, par suite de cette hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres. La société civilisée est constamment menacée de ruine. » Fin de citation. On constate donc que Freud ne s'est pas limité à théoriser l'inconscient psychique et la nature des pulsions, il a également développé des considérations anthropologiques concernant l'homme. En apparence, on serait tenté de dire en lisant cet extrait que Freud reste proche d'un certain Hobbes, qu'il cite d'ailleurs en reprenant en latin le fait que l'homme soit un loup pour l'homme, Homo homini lupus, mais il y a une originalité, tout de même si elle ne saute pas aux yeux, cette originalité de Freud et qui décrit à merveille ce que l'on est en mesure de constater au quotidien, quand on est en voiture sur la route ou dans des transports en commun bondés,
c'est cette bonne somme d'agressivité qui caractérise de manière instinctive, et donc naturelle, l'homme. L'homme est un être agressif pour son prochain, et il n'est pas cet être gentiment naïf que dépeignait Rousseau, selon Freud, car il n'attaque pas son prochain seulement si on l'attaque, il est capable d'attaquer gratuitement. La notion même d'agressivité renvoyant au déploiement d'une violence physique ou verbale visant à nuire à l'autre. D'ailleurs, nous-mêmes, il nous arrive de sentir des moments où nous ne pouvons plus sentir l'autre, justement, où nous aimerions le faire disparaître ou en tout cas nous en débarrasser, car sa présence nous est insupportable. L'exemple des transports en commun bondés n'étant pas anodin, vous l'aurez compris. Ici, Freud nous donne des exemples concrets où l'agressivité se déploie par des phénomènes que nous sommes malheureusement en mesure de constater. L'autre n'est pas simplement un outil potentiel mis au service de notre plaisir, mais il nous tente car nous pourrions tirer profit de lui à ses dépens en assouvissant notre pulsion d'agression. L'arnaque, le fait d'exploiter le travail d'un autre sans le rémunérer, le viol, le vol, l'humiliation, ou même l'agression physique pure et simple, sont autant d'exemples qui prouvent que même en instaurant des normes sociales et culturelles, une nature profondément immorale et égoïste que possède l'homme en lui est toujours prête à reprendre surface. La civilisation fait naître en l'homme de la frustration, parfois des névroses et diverses pathologies. Elle est néanmoins menacée de tomber en ruine à chaque instant à cause de l'agressivité humaine d'après Freud, car elle est une construction pure et simple, destinée à endiguer un homme naturellement violent et malsain. Certes, la présence de règles, d'interdits et de tabous, propres à notre culture, constitue une stimulation pour notre ça, mais elle ne suffit pas puisqu'il existe des criminels et des sociopathes de toutes sortes pour lesquels l'autre n'est qu'une chose à leur disposition, et même nous avons une certaine dose d'agressivité qui se déploierait certainement de manière directe et beaucoup plus intensive à l'état naturel, si aucune forme de culture ou de civilisation ne contribuait à structurer notre psychisme à notre insu et à nous poser des limites. Il y a conflit permanent entre les pulsions sauvages et bestiales de l'homme et la civilisation qui, bien que superficielle et résultant d'un mode de vie en communauté, en vue de la satisfaction des besoins rudimentaires du plus grand nombre, s'avère nécessaire, mais toujours fragile face à la violence du genre humain. En ce sens, le sadisme que la pulsion Thanatos incarne et que nous évoquions dans l'extrait précédent est représentative, cette pulsion, du cours destructeur que prend la recherche du plaisir, puisqu'il s'agit de jouir de la souffrance ou de la destruction de l'autre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la froideur de la description que fait Freud en décrivant cette tendance sous l'angle de la biologie lorsqu'il dit que la pulsion Thanatos a ainsi pour tâche de ramener le vivant organique à l'état inanimé. Autrement dit, l'autre n'existe même plus en tant qu'être humain, il s'agit d'un corps organique que l'on va ramener à un état non vivant et inanimé. Précisément, cette formulation, nous la retrouvions déjà chez un philosophe du siècle des Lumières, paradoxalement le plus obscur d'entre tous, et il m'est difficile de penser que Freud ne s'en est pas inspiré pour bâtir sa théorie. C'est ce que nous verrons prochainement, je vous dis pas encore qui c'est, enfin peut-être que certains le devineront, c'est ce que nous verrons prochainement en exploitant la matière philosophique de sa pensée la prochaine fois, à ce fameux philosophe auquel je fais référence. Il nous reste à lever le voile sur le mystère suivant, qui demeure dérangeant. Est-ce que nous portons tous des masques au quotidien ? Et est-ce qu'un monstre sommeille en chacun de nous, à des degrés différents ? La culture n'est-elle qu'un artifice destiné à nous faire oublier la partie de nous-mêmes qui s'oppose à toute vie en communauté et à toute forme de morale ou d'altruisme ? Par extension, on pourrait même se demander si nous ne sommes pas faits naturellement pour mener une vie solitaire et égoïste, et si la civilisation a fait prendre à nos pulsions un cours normal, puisque c'est de toute façon la culture, la civilisation qui vont décréter ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas, mais justement,
de fait, ces normes-là deviennent contre nature. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce que les normes à partir desquelles on agit communément, elles sont naturelles ou est-ce que vraiment c'est une rupture, vous voyez, par rapport à ce qui serait premier et naturel chez l'homme. Les normes existent-elles ainsi pour notre bien, pour nous protéger de nous-mêmes ou pour notre plus grand malheur? C'est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre prochainement et que Freud nous aura permis de soulever. En attendant, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas de sublimer vos pulsions, ça vaudra toujours mieux que d'agresser le premier qui ne vous revient pas. À une prochaine fois.